Bonjour tout le monde, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien dans le chat, normalement, ça devrait être bon avec vous. Euh, Pardon, je vais peut-être pas faire ça. Vous nous entendez bien ou pas? Vous pouvez nous dire dans le chat? Ok, super, très bien. Du coup, comme on n'a pas énormément de temps, enfin, sur les conférences et on doit bien enchaîner au niveau de la COP. On va pouvoir directement commencer cette conférence. Du coup, on a l'honneur, d'avoir Alexandre Monin qui est là pour nous présenter un sujet sur l'anthropocène. Et je le remercie au nom de toute la COP d'être présent et de pouvoir nous offrir ses connaissances. Alexandre, tu es directeur en sciences du master de sciences à l'ESC Clermont Business School sur la stratégie et les designs pour l'anthropocène. Tu es aussi directeur de recherche d'Origine Media Lab et notamment j'ai cru voir une initiative qui était associée à ça de Closing Word qui vise à travailler sur une consolidation d'un nouveau concept qui est la redirection écologique. Qui est un concept très intéressant. Et tu es également membre du conseil d'administration de Cergy School of Design et d'un laboratoire pour transformer les politiques publiques. Du coup, plein de rôles qui sont importants et intéressants. Et du coup, tu vas pouvoir nous présenter aujourd'hui le sujet de cette conférence, qui est de comment hériter de l'avenir à l'époque de l'Anthropocène, et notamment sur les sujets de cette problématique de notre rapport à la nature et de divers éléments que je vais te laisser présenter. Du coup, et pour tout le monde, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence, parce que nous, de notre côté, on traite les questions pour revenir dessus par la suite. Du coup, on a 30 minutes de présentation environ, puis 20 minutes d'échange qui sont vraiment là pour enrichir nos connaissances. Et du coup, Alexandre, je te laisse prendre la main pour avoir le contrôle. Eh ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation et puis merci aux personnes qui sont présentes d'être là. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, et je vais vous mettre mes slides, ça devrait apparaître dans quelques instants. Voilà, et je vais vous parler dans cette cours de cette intervention, puis je montre les slides et puis je les enlève ensuite pour qu'on ait des échanges ensemble. Je vais vous parler effectivement de comment est-ce qu'on hérite de l'avenir à l'époque de l'Anthropocène, et c'est-à-dire comment est-ce qu'on hérite qui n'est plus forcément viable aujourd'hui, d'un avenir qui est parfois devenu obsolète, ou de futurs, en tout cas au pluriel, qui sont devenus parfois obsolètes. J'aurai l'occasion de dire pourquoi. Et préciser aussi un petit peu ce qu'on entend justement par la redirection écologique, présenter quelques-unes de nos actions, et y compris des formations qu'on a mises en place pour justement répondre aux enjeux qui sont ceux aujourd'hui de l'Anthropocène au sens large du terme, les problèmes qui sont ceux du système Terre, si on veut le dire autrement. Alors, je vais commencer cette intervention en revenant rapidement sur un schéma qui a été proposé il y a quelques années maintenant par Bruno Latour dans un livre qui s'intitule « Où atterrir ?» pour situer un petit peu notre action, parce que dans ce livre-là, Bruno Latour essayait de proposer une boussole à destination du grand public pour un petit peu comprendre où on était dans l'Anthropocène. Et donc, propose une boussole avec plusieurs attracteurs que vous voyez sur ce schéma. Alors, je ne montre pas tous les schémas, parce qu'il y a plusieurs schémas antérieurs qui permettent d'arriver à celui-ci, mais je vais essayer de simplifier le raisonnement. Mais il explique qu'il y a eu un basculement entre une vision finalement du local qui a été bouleversée au moment de la mondialisation, qu'on peut faire remonter à plusieurs époques, mais notamment comment dirais-je, qui est lié à la révolution scientifique du XVIe siècle, qui est lié évidemment ensuite à la XVIIe siècle, pardon, à la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Il y a tout un ensemble de mouvements comme ça qui concomitants. La révolution évidemment scientifique préparant en partie la révolution industrielle, et puis à la colonisation par ailleurs, etc., etc. Et ce qui fait qu'on passe du local vers le global, vers la mondialisation, avec à chaque fois des tensions qui sont liées à la fois à ces attracteurs et à ce passage. Et nous explique Bruno Latour, aujourd'hui, il y a une tentation finalement d'ignorer un petit peu
les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi du franchissement en fait des limites planétaires, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi évidemment la baisse dramatique de la biodiversité, l'acidification des océans, enfin voilà, tout ce qu'on présente à travers les limites planétaires, mais qu'on pourrait encore présenter un petit peu autrement. Là, je parlerai aujourd'hui d'anthropocène pour synthétiser un petit peu tout ça, sans ignorer évidemment les débats qui existent pour savoir s'il ne faudrait pas parler, par exemple, de capitalocène ou utiliser d'autres appellations, mais ce ne sera pas mon problème dans l'immédiat. Et donc, il nous dit, voilà, on est dans cette situation, on avait cette perspective de la globalisation, préparée par la science, l'industrialisation, etc., etc. Et puis la société de consommation, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, par rapport à ça, on a des futures, des promesses qui ont été faites d'une certaine manière, en tout cas pour une partie de la population, mais c'était un modèle qui devenait un modèle pour l'ensemble de la population. Et on se rend compte que bien ces promesses peut-être ne pourront pas être tenues parce que justement, eh bien, le système Terre réagit à notre activité et donc très largement nos perspectives. Et donc, il explique que par rapport à ça, il y a une attitude possible qui a été exemplifiée à l'époque par Donald Trump, mais aussi par bien d'autres acteurs, sans aller d'ailleurs forcément chercher aussi loin, qui est en fait le hors-sol, un nouvel attracteur qui est de dire on va continuer à faire comme si de rien n'était jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait utilisé les dernières réserves de pétrole, les dernières mines de métaux disponibles, etc., etc. On va continuer comme si de rien n'était parce que certains modes de vie américains, européens ou autres ne sont pas négociables. Et donc, c'est ce qu'il appelle le hors-sol. Alors, d'autres ont parlé de carbofascisme, par exemple, etc. Je pense à Jean-Baptiste Fressos, par exemple. On dit qu'il y a une tentation, finalement, à ignorer ces alertes qui sont maintenant des alertes quand même qui remontent à des décennies. À minima, évidemment, on pourrait avoir une histoire plus longue de tout ça. Donc voilà, tentation d'ignorer ces alertes, d'aller vers ce nouvel attracteur qui est le hors-sol. Et puis à côté de ça, il nous explique qu'il faudrait maintenant apprendre à vivre sur un nouvel attracteur qui est en fait la planète, qui n'est pas exactement une planète justement pour lui, que sont les zones critiques, c'est-à-dire en fait la surface habitable sur notre planète, qui en fait, elle, n'est pas une planète justement dans toute son ampleur, qui serait capable d'absorber notre action, parce que vis-à-vis de la planète, nous sommes des petites fourmis, et donc elle est censée quand même être capable d'absorber notre action. Mais en fait, on ne vit pas sur la planète en tant que telle, on vit sur la couche habitable de la planète, c'est-à-dire la couche entre le sol, comprise entre le sol et l'atmosphère. Et cette couche-là, en revanche, elle est extrêmement fine et également extrêmement fragile. Et elle peut évidemment réagir à notre activité, voire être détruite du fait de notre activité, ou en tout cas de l'activité de la civilisation, on va dire, thermo-industrielle. Et donc, c'est intéressant de voir que ces deux attracteurs, d'un côté le hors-sol et d'autre part ce que lui appelle le terrestre. Donc, apprendre qu'on ne vit pas sur la planète tout entière qui peut nous absorber, même si la situation évidemment de la planète dans le système solaire est assez exceptionnelle, donc permet à des zones critiques de se développer. Mais on habite des zones critiques qui sont fragiles et qui ne peuvent pas du tout absorber les mêmes activités que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques siècles ou même il y a encore quelques décennies, voire quelques années. Alors, cette vision, elle me semble tout à fait intéressante. Simplement, moi, je proposerais de l'amender à l'aune d'un certain nombre de travaux. Alors, je ne vais pas tous citer ici, mais simplement pour introduire un petit peu à la position de la redirection écologique. D'une certaine manière, on pourrait dire que la mondialisation a toujours été hors sol, puisque sans attendre le carbofascisme, le trumpisme ou autre, on sait que d'ores et déjà, nous vivons d'une certaine manière, en tout cas pour des populations en nombre grandissant, et en particulier en Occident, au-dessus de nos moyens. Qu'il faudrait évidemment, vous savez, plusieurs terres pour soutenir notre mode de vie, ou nos modes de vie au pluriel, parce qu'on n'a pas encore ici, par exemple, tout à fait le mode de vie des Américains. Mais donc voilà, il y a un côté déjà hors sol, sans aller forcément chercher du côté du trumpisme. Et en même temps, ce côté hors sol, il ne renvoie pas simplement à une idéologie, celle de la consommation, celle du carbofascisme, etc. Mais ce hors-sol renvoie aussi en fait à tout un ensemble d'infrastructures matérielles, mais aussi organisationnelles, des modèles économiques, des modèles d'affaires, des organisations, la supply chain, le commerce international, etc., l'usage d'énergie fossile, etc., auxquels nous sommes directement attachés et qui aboutissent à ce paradoxe que, à la fois, nous en sommes dépendants à très court terme, on ne peut pas se couper de toutes ces choses-là parce que sinon, évidemment, par exemple,
la nourriture ne circule plus, il y aura des famines, voilà, des gens mourraient parce qu'ils n'auraient plus de quoi vivre, etc., etc. Donc, nous sommes dépendants, on pourrait dire, de la technosphère à une très brève échéance, et en même temps, à moyen terme, maintenir cette technosphère, eh bien, c'est ce qui met en cause éventuellement l'habitabilité de la Terre et donc l'avenir de l'espèce humaine et de bien d'autres espèces, évidemment, avec elle. Donc, on est voilà, dans ce paradoxe qui est qu'on ne peut pas arrêter, sortir de la technosphère dans l'immédiat. On est dépendant, il y a des attachements qui l'empêchent, et en même temps, il faut le faire, cette fois-ci, au moins à moyen terme et d'une certaine manière le plus rapidement possible. Et donc, pour amender un petit peu le schéma de Bruno Latour, je proposerais de dire que cette technosphère qui a été réalisée, mais dont on se rend compte qu'elle n'est pas pérenne parce que d'une certaine façon, elle est hors sol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire subsister pendant très très longtemps. On n'a pas, si on utilise l'énergie nécessaire pour la faire subsister très très longtemps, on va dégrader beaucoup trop les conditions d'habitabilité de la Terre, par exemple. On n'aura pas assez de matériaux de toute manière pour le faire, etc., etc. Et donc, je propose de voir un petit peu ce globe de la globalisation, ce globe de la mondialisation, une sorte de globe qui a décollé pendant un certain temps, ce que certains historiens de l'énergie appellent une croissance soutenue, pas une croissance soutenable, mais la croissance soutenue qui a eu lieu à partir de la révolution industrielle, mais que cette croissance n'étant pas soutenable, par contre, eh bien, le globe est en train de s'effondrer sur la Terre. Et donc, nous ne devons pas simplement apprendre à vivre avec le terrestre, mais à vivre avec à la fois les ruines du globe, les ruines de ces futurs qu'on nous promettait, de ces futurs obsolètes, et en même temps à apprendre aussi comment fonctionnent justement ces zones critiques pour vivre avec. Donc, un double impératif, oui, vivre avec le terrestre, mais en même temps vivre aussi dans les ruines du globe, parce que ce sont les ruines de la technosphère dont nous sommes dépendants à l'heure actuelle et qui ne vont pas de toute façon disparaître du jour au lendemain, parce que ces ruines ne disparaissent pas, justement, elles ne rentrent pas, elles, dans les grands cycles biogéochimiques, et donc elles produisent des déchets, elles produisent des infrastructures qui ne disparaissent pas, ne sont pas compostables, si je puis dire. Alors, face à ça, quelle réponse on peut apporter? Comment est-ce qu'on apprend à vivre à la fois, à devenir terrestre, hériter de l'existant, qui n'est pas du tout terrestre, qui est sans doute largement hors sol, mais dont nous sommes en même temps tout à fait dépendants? Alors, nous avons effectivement monté un projet qui s'appelle Closing Worlds il y a maintenant 4 ans. Alors oui, on a repris lors d'une précédente intervention des visuels de la BPI, la Banque publique d'investissement, pour proposer de banque publique de désinvestissement, des innovations et des incubations. Alors, je ne vais pas préciser ici tous les termes, mais on pourra en discuter ensuite. C'est plus subtil que simplement des termes négatifs, on va dire. Mais le projet Closing Worlds, il avait plusieurs buts. C'est dans le dernier investissement, donc c'est un projet que j'ai monté avec mon collègue il y a maintenant 4 ans. L'idée de Closing Worlds, elle était inspirée du travail notamment de Tony Fry, et qui parle de définition en expliquant que le design, mais ce que je lui ai dit, design, est devenu une activité dénaturante, c'est-à-dire une activité qui nous prive d'un futur viable, d'un futur habitable, et que énormément d'activités aujourd'hui, industrielles, marketing, de design, etc., eh bien, contribuent justement à défuturer et non pas à produire un futur viable. Et donc, l'enjeu, ça devient, dans cette perspective, de défuturer la futuration, si je puis dire, de défuturer ceux qui nous privent d'avenir, mais en même temps, c'est là où c'est compliqué, auxquels nous sommes attachés, y compris parfois de manière vitale actuellement. Donc, réfléchir à cette question et la mettre de la scène, un petit peu objectif, justement, le projet Closing World. Il y a d'autres initiatives que je ici, mais par exemple, autour de Cameron Tonkin Wise, certains ont parlé aussi de undesign et développer justement des approches pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on ne design pas, comment est-ce qu'on design, comment est-ce qu'on défait les choses existantes. Et ça, c'est vraiment pour nous, ça a été une inspiration à partir de Tony Fry. Et puis ensuite, il y a d'autres travaux qui ont émergé et évidemment les nôtres en parallèle. Alors, il y a un enjeu en fait qui est d'hériter d'une certaine manière de l'existant, d'hériter de deux choses. Hériter de l'existant, c'est-à-dire ce que j'indiquais tout à l'heure, les infrastructures, les modèles économiques, les business models, les modèles managériaux, les organisations, etc., qui ne sont pas viables,
mais qui sont là et qu'il va falloir rediriger, désaffecter pour les réaffecter à autre chose. Et donc, il va falloir en hériter, mais hériter de ces choses très, très concrètes pour parfois les désaffecter, pour en faire autre chose, les transformer, les faire atterrir, etc., etc. Et puis, un autre enjeu. Désolé, Alexandre, de te couper. Oui. Apparemment, ça hache beaucoup par le son. Ah, pardon. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais... Alors, peut-être que je peux arrêter le partage dans ce cas-là, et puis je vais, parce que parfois ça consomme plus de bande passante, et puis je vais peut-être dans ce cas-là vous parler directement. Excusez-moi, donc désolé pour le petit souci technique. Voilà. Alors attendez, je vais revenir là où j'étais. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Donc, je reviens peut-être sur la slide précédente. Bon, je vais expliquer simplement qu'on s'était inspiré de travaux, notamment de Tony Fry et d'autres designers qui réfléchissent à justement la manière de proposer des pratiques, on va dire, de la fermeture, ce qu'on appelle undesign, des pratiques qui permettent de revenir sur justement des choses existantes pour les défaire d'une certaine manière, pour les désaffecter, pour voilà, en faire autre chose, les réaffecter à autre chose, etc. etc. Et donc, par rapport à ça, nous, on est dans une problématique qui est celle, je dirais, de l'héritage. Excusez-moi. Qui est celle de l'héritage, où il y a deux enjeux, en fait. Un enjeu qui est d'hériter de l'existant. Donc, tout ce que j'ai mentionné précédemment, si vous avez pu m'entendre, donc les infrastructures, les modèles économiques, les modèles d'affaires, les organisations, etc., qui existent, qui sont là. Donc, on ne peut pas simplement les critiquer pour espérer que ça disparaisse. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour en hériter et en faire autre chose. Parfois, les fermer, y renoncer, les rediriger, les désaffecter pour les réaffecter à autre chose, en faire d'autres usages, etc., etc. C'est évidemment très variable. Et puis, d'autre part, hériter, je dirais, de ce qui n'existe pas encore et qu'il faut, alors j'utilise un terme qu'il faut destaurer, non pas instaurer, mais destaurer, c'est-à-dire, par exemple, toutes ces innovations qui ne sont pas encore advenues, mais dont on sait d'ores et déjà qu'on ne pourra pas les absorber. Donc, si je prends un exemple, parce que moi j'ai été chercheur chez INRIA, le grand centre français de recherche en informatique pendant quelques années. Si je prends donc un exemple qui est celui des objets connectés, on nous promet dans quelques années des centaines de milliards d'objets connectés. Alors, le chiffre ne cesse d'augmenter et la date à laquelle on nous les promet ne cesse de s'avancer. Donc, on en a de plus en plus à de plus en plus brève échéance, alors que nous ne savons pas forcément si nous aurons les matériaux, l'énergie, etc., pour les faire fonctionner, ou si c'est une bonne idée dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui d'accueillir autant d'entités numériques, là où on doit au contraire aller vers un chemin évidemment de grande sobriété. Donc, comment est-ce qu'on ne fait pas advenir un certain nombre de projets, ce que j'appelle moi donc des futurs obsolètes, parce que si je prends l'exemple des objets connectés, eh bien les objets connectés, ça a 35-40 ans, hein, c'est l'informatique ambiante de Mark Weiser. C'est pas du tout une nouveauté. Peut-être que ça avait du sens en 1985 quand on a pensé les prémices de ce qu'allaient devenir les objets connectés. Peut-être qu'aujourd'hui, face justement à toutes ces perspectives liées à l'anthropocène, aux limites planétaires, etc., ça a beaucoup moins de sens de continuer ce projet et de le faire finalement advenir. Donc, c'est pour ça que les projets qui adviennent, là, si je prends 35 ans d'existence au moment où ils sont industrialisés, et donc ce ne sont plus vraiment des innovations, ce sont déjà des projets anciens. Mais ça, c'est une affaire qui n'est pas nouvelle. D'ailleurs, quand on parle des nouvelles technologies, on parle de technologies qui ont au bas mot 75 ans. L'informatique, ça apparaît vraiment après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas exactement des nouvelles technologies, c'est pas exactement de l'innovation. Derrière ce discours de l'innovation, il y a évidemment la nécessité, je dirais, de réévaluer un petit peu la nouveauté derrière cette innovation et la pertinence surtout de faire advenir cette innovation. Alors, par rapport à ce qu'on fait également, nous, on accompagne, par exemple, des organisations qui aujourd'hui se projettent dans un avenir où leur activité va être, par exemple, fortement mise en danger, fortement mise en cause. Alors, évidemment, on a de plus en plus d'exemples d'activités qui sont concernées. Je pense à l'aérien, je pense évidemment aux stations de ski et à tout ce qui concerne la montagne où le réchauffement climatique intervient plus rapidement qu'ailleurs et donc les perspectives sont évidemment extrêmement mauvaises. Eh bien, tous les acteurs qui sont concernés voient leurs perspectives finalement
bifurquer du fait justement des lignes planétaires et du fait des perspectives ouvertes par l'Anthropocène. Donc, ça demande justement un véritable accompagnement pour diminuer la défuturation que ces activités engendrent et puis en même temps, je dirais, faire atterrir un certain nombre d'activités et le faire d'une manière qui prenne en compte les enjeux de justice sociale, de démocratie, etc. Ça, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui oblige à associer ensemble des réflexions autour très techniques et en même temps très politiques, mais les deux n'étant pas opposés, puisque quand on rentre dans un sujet très technique, eh bien, on touche très très vite à des questions politiques et on ne peut pas non plus rentrer dans des questions politiques en écartant complètement les questions techniques comme si c'était dans notre monde aujourd'hui possible. Donc évidemment, les deux se rencontrent très vite. Donc nous, on a fait par exemple des enquêtes auprès de dirigeants, de top managers, etc. et qui nous ont dit des choses du type nous ne savons pas comment faire, il faut l'avouer. Moi, je ne vois pas d'autre solution qu'on nous impose une planification écologique. On sait optimiser sous contrainte. Donc ça, c'est un vice-président d'une compagnie du CAC 40 qui nous a dit ça. Il y a eu d'autres déclarations récemment, par une déclaration du patron de Total qui dit qu'il en a assez d'être un pétrolier qui veut faire autre chose. Alors évidemment, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais malgré tout, ce sont des signaux qu'il faut aussi observer, ou pareil, un patron qui nous dit la décroissance est devenue le principal horizon d'optimisation financière, au sens où il vaut mieux gérer sa décroissance volontairement que de continuer comme si de rien n'était dans le hors-sol, vers le hors-sol, et puis s'effondrer tout d'un coup économiquement pour des raisons soit, on va dire, physiques, de limites physiques qui à un moment donné s'imposent et font que des activités ne sont plus possibles, ou alors pour des raisons juridiques et législatives, où à un moment donné, il n'est pas impossible que les gouvernants, après avoir libéralisé et dérégulé le plus possible pendant des années, eh bien, ou réguler la dérégulation, plus exactement, c'est ça le néolibéralisme, à un moment donné, soit contraint justement de prendre des mesures drastiques, peut-être justement parfois de planification, mais ou coercitives. Et à ce moment-là, évidemment, beaucoup d'organisations qui ne vivaient que de la dérégulation vont aussi s'effondrer. Donc, ce sont des perspectives évidemment très difficiles pour tout un ensemble d'organisations, mais il y a justement donc matière à prendre ces questions à bras-le-corps et essayer de les traiter. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à travers le projet Closing Worlds, en proposant notamment des leviers d'action. Par exemple, mon collègue Nicolas Landivard travaille sur ce qu'il appelle des protocoles d'arbitrage ou des protocoles de renoncement. Comment est-ce qu'on renonce à certaines activités, infrastructures, etc., qu'on sait déjà qu'on ne pourra pas maintenir à l'avenir. Donc, comment est-ce qu'on le fait aussi d'une autre manière que le néolibéralisme, encore une fois, donc non pas en fermant et en mettant les gens sur le carreau, mais en ayant un vrai travail justement de fermer les gens, en redirigeant les activités, les infrastructures, mais aussi les activités des personnes qui travaillent dans des domaines qui sont aujourd'hui condamnés. Et donc, c'est ce travail-là, à la fois technique, social, politique, économique, auquel on essaye d'apporter non pas des solutions, mais des réponses. On essaie de s'y atteler et d'apporter des réponses. Alors, par rapport à ça, et je terminerai là-dessus pour laisser justement du temps éventuellement à la discussion. Par rapport à ça, nous avons créé l'année dernière, enfin il y a maintenant un an et demi, quelque chose comme ça, mais la formation a ouvert l'année dernière. Nous avons donc créé un diplôme, un Master of Science, donc un diplôme qui se prend à Bac+5 ou Bac+6, accrédité par la Conférence des grandes écoles, qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, ou en anglais Strategy and Design for the Anthropocene. Qui est porté par une école de management où je travaille, donc l'ESC Clermont, et une école de design Strat à Lyon, et qui vise justement à former les acteurs de la redirection écologique qui vont devoir s'occuper des institutions et des organisations qui aujourd'hui voient leur trajectoire bifurquée et qui n'ont pas les leviers d'action pour répondre justement aux défis qui se présentent à elles, qui n'ont pas tout simplement la capacité de le penser, qui parfois font appel à des cabinets de consulting, comme c'est le cas en ce moment avec le gouvernement qui fait appel à McKinsey, mais en l'occurrence, les cabinets de consulting de ce type, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, en fait, sont les porteurs véritablement du business as usual et en réalité sont dans un vide stratégique total que peut illustrer une anecdote rapide que je peux partager avec vous, où les dirigeants
d'une fédération d'un sport qui se pratique quand il y a de la neige. On demandait à un grand cabinet qui pèse 42 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et qui doit avoir 330 000 collaborateurs, quelque chose comme ça, donc un mastodonte dans le domaine. On demandait qu'est-ce qu'on fait, nous, face aux perspectives de l'Anthropocène et à la disparition peut-être du sport qui motive et justifie notre existence. Et la réponse de ce cabinet, ça a été de dire eh bien, il vous faut un nouveau logiciel de CRM. Et un logiciel de CRM, c'est la gestion de la relation client. Et donc, par rapport à ça, par rapport à l'Anthropocène, aux perspectives ouvertes, la réponse était la transition digitale et un nouveau logiciel de relation client. Donc, ces acteurs-là sont complètement, si vous me passez l'expression, à l'ouest, complètement perdus. Alors, ils ont encore une influence très grande, mais qui doit aller en diminuant parce qu'ils ne sont plus capables d'apporter des réponses. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'acteurs aujourd'hui qui sont en capacité d'apporter des réponses parce que ce sont des réponses nouvelles et des questions nouvelles qui se posent. Comment ne pas faire ? Comment désinnover, comment arbitrer, comment renoncer à un certain nombre d'infrastructures. Ce sont des questions qui se posent là, aujourd'hui, maintenant, et énormément, enfin, je veux dire à des échelles très importantes, mais il n'y a pas forcément les personnes pour y répondre. Et donc, nous, ce qu'on se propose de faire, c'est de former les personnes qui vont être les redirecteurs, redirectrices, redirectionnistes, qui vont opérer donc la redirection écologique. Donner peut-être, pour terminer là-dessus, une idée des chantiers sur lesquels nous travaillons cette année avec nos étudiantes et nos étudiants. On travaille, par exemple, on a des étudiants qui travaillent sur des projets fil rouge tout au long de l'année. Et parmi ces projets, on a un projet avec le collectif de 105 mairies en lutte contre la construction du terminal 4 de l'aéroport de Roissy et qui demande à certaines de nos étudiantes de définir et de les aider à définir un projet pour l'avenir des territoires attenants à cet aéroport, qui sont des territoires pas du tout favorisés. Donc, il y a toute une perspective. Si en plus on enlève des gros projets comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a toute une réflexion pour ces territoires-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de territoires, par exemple, qui sont en décroissance, non pas forcément en croissance. Donc, est-ce qu'on gère des territoires en décroissance comme des territoires en croissance? On travaille avec la mairie de Grenoble autour des protocoles d'arbitrage dont je parlais tout à l'heure, avec se rendre compte qu'il y a certaines infrastructures qui ne va pas être possible de maintenir pour des raisons énergétiques, de stress hydrique, etc., au cours des prochaines années. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait éventuellement pour y renoncer en prenant en compte des enjeux de justice sociale, parce que parfois, certaines infrastructures qui vont être utilisées par des publics populaires, et donc, il ne faut pas que ce soit eux qui payent la facture les premiers. Donc, comment on met ça en place? Comment on le fait de manière démocratique, etc. C'est des questions que se posent de plus en plus d'acteurs de territoire, mais aussi d'acteurs privés. On travaille avec une entreprise, Arpastrans, qui nous fait faire une enquête sur l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France, parce qu'elle considère que demain, on ne pourra plus construire. Il va falloir que le bâtiment bascule d'une industrie vouée à construire vers une industrie de la réhabilitation et de la maintenance. Donc, comment est-ce qu'on opère une transformation à cette échelle? Alors, on commence avec l'Île-de-France, mais pour ensuite, évidemment, étendre la réflexion beaucoup plus largement. Il y a d'autres travaux, d'ailleurs, en parallèle qui, peut-être de manière un peu moins frontale, mais commencent à réfléchir à ça, notamment via des acteurs publics. On travaille avec l'Eurométropole de Strasbourg autour de la création d'un GIEC local et d'une alliance locale pour le climat. Donc ça, c'est des chantiers que prennent en charge nos étudiantes. On travaille sur les questions de démobilité, notamment avec la Fabrique des mobilités. On travaille avec un acteur dans le domaine du vêtement, Picture Organic Clothing, sur la question de l'atterrissage de la supply chain. Donc, eux dépendent de la supply chain, mais comme petite entreprise, ne peuvent pas forcément changer les règles du jeu qui font que voilà, on travaille avec des acteurs en Chine, internationaux, etc., qui ne sont pas forcément vertueux. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire atterrir ce modèle et cette supply chain, y compris lorsqu'on est un petit acteur qui ne peut pas peser tout seul? Donc, comment est-ce qu'on tisse des alliances pour y parvenir? Donc, est-ce qui se pose à beaucoup d'entreprises ou d'activités, pas seulement des entreprises d'ailleurs. On travaille aussi sur la sobriété numérique avec d'autres acteurs. On travaille avec une entreprise dont on fait atterrir le produit. On essaie de repenser son modèle économique, son positionnement dans la filière pour aller vers un mieux-disant environnemental. On se rend compte que quand on a coché toutes les cases, c'est pas encore suffisant. Donc, il faut derrière aussi repenser les usages liés à ce produit pour avoir une vision un peu globale et être vraiment dans les clous de l'accord de Paris, ne serait-ce que ça. Peut-être pas forcément d'ailleurs suffisant, mais déjà comme premier objectif. On travaille sur d'un guide pour une région autour de justement la redirection écologique et aussi des actions que mène cette région. On travaille avec un gestionnaire de parking qui se pose des questions quant à son avenir, parce qu'évidemment, avec la Covid et l'immobilisation de pas mal de voitures, eh bien, le business model, on va dire le modèle économique de cet acteur pose problème. Et en plus, les parkings, ce sont des infrastructures énormes, dans certains cas, qui sont construites à côté de fleuves, et donc il faut pomper pour
qu'elles ne soient pas inondées. Et donc, se pose de plus en plus la question de savoir à quoi vont servir ces infrastructures, alors que de plus en plus, on sait que les centres-villes vont devenir piétons et qu'en tout cas, il y aura de moins en moins de circulation de voitures à minima. Donc, voilà, on a aussi des acteurs comme ça qui voient leur fin arriver. Et donc, faut se poser un certain nombre de questions. Et puis, on travaille aussi sur les low-tech, sur la cohabitation entre hommes et requins dans certaines régions, etc. Ça, bon, je passe, mais des chantiers très ambitieux et qui sont pas forcément traités ou traitables dans d'autres cadres pour le moment. Et donc voilà, on veut faire en sorte collectivement, avec des institutions, avec des partenaires, avec les gens aussi qui nous aident à faire fonctionner cette formation, les enseignantes et les enseignants, eh bien proposer que ce profil de redirectionniste devienne demain presque mainstream et que on puisse exercer cet emploi et travailler sur ces chantiers, parce que du travail en la matière, eh bien ça ne manque pas. Donc voilà, il y a plus qu'à créer les conditions pour, et c'est à ça qu'on s'attelle. Si ça vous intéresse, on présentera cette formation le 13 avril prochain, donc mardi prochain à 17h ou 17h30, 17h. Donc voilà. Et je vous remercie pour votre attention et je suis désolé pour les soucis techniques qu'il y a pu avoir. Pas de problème, j'ai l'impression que les soucis techniques étaient beaucoup mieux après que tu aies coupé ton diaporama. On a eu pas mal de questions dans le chat, du coup on va essayer de revenir dessus, notamment vis-à-vis de, comme première question, vis-à-vis de la redirection spécifiquement sur le secteur aérien. Est-ce que tu pourrais revenir sur des solutions, sur comment ça a été imaginé parmi vos groupes de travail, même les étudiants? Qu'est-ce qui a été intéressant à mettre en place? Alors nous, on ne travaille pas directement cette année sur la redirection du secteur aérien. C'est un horizon, par contre, qui se pose pour ces compagnies. Je connais quelques personnes qui travaillent justement avec des acteurs du secteur où ça va très très mal en ce moment, malgré les plans qui ont été annoncés, etc. Où ils commencent de plus en plus à se poser des questions de non pas simplement faire diminuer la hausse du trafic aérien, mais faire décroître le trafic aérien et puis à terme, évidemment, peut-être des perspectives encore plus drastiques. Donc, il n'y a pas de solution toute prête. On n'est pas sur des enjeux où il y a des solutions toutes prêtes et puis on peut les présenter comme ça. Il y a un certain nombre de leviers d'action qu'on peut faire émerger et proposer comme point de départ pour amener une réflexion. Mais il n'y a pas forcément de solution toute prête, avec des difficultés par contre qu'on peut identifier facilement, qui est que oui, si un acteur se pose ces questions, est-ce que et qui se suicide d'une certaine manière, est-ce que ça ne va pas simplement dans un premier temps laisser la place à d'autres acteurs aussi vertueux, puisqu'ils seront encore là, par exemple des acteurs low cost, etc., etc. Évidemment, ça se pose, et donc il y a un enjeu à ce qu'un acteur aujourd'hui puisse justement faire du lobbying pour commencer à envisager sa propre fin, mais selon ses propres termes, en dictant ses propres termes. Donc en maintenant son existence, non pas pour la maintenir ad vitam aeternam, mais pour la maintenir en considérant que la manière dont il va fermer, d'une certaine manière, eh bien c'est une manière qu'il doit lui-même anticiper et qui doit dicter selon les termes qui lui conviennent, avec des enjeux de justice sociale, des enjeux de éventuellement redirection, réorientation de l'appareil industriel, etc., etc. Et en l'occurrence, il y a peut-être la période actuelle est peut-être un tout petit peu plus favorable que la période antérieure pour le faire, dans la mesure où on voit que justement il y a des mouvements, notamment aux États-Unis, pour imposer un taux minimal d'imposition dans le monde et éviter justement le dumping social. Et là, on essaie d'éviter justement ces effets de concurrence, donc que des acteurs puissent émuler un petit peu ce qui se fait dans d'autres secteurs pour éviter justement aussi ces effets de concurrence et prendre en compte des perspectives et des enjeux écologiques ou environnementaux. Ça, effectivement, ça peut être stratégiquement intéressant. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite. Par contre, c'est un chantier, effectivement, qui ne demande qu'à être étudié et qui le sera d'ailleurs peut-être prochainement. Et ben justement, par rapport à ce que tu as dit, il y avait une petite question sur comment une entreprise peut-elle aujourd'hui prendre du recul pour sortir de cette course et quand même être compétitive par rapport aux autres. Alors, quand même être compétitif, ça veut dire qu'on sort de cette réflexion, on fait dans le business as usual, ça va être compliqué. Dans un premier temps, par contre, c'est faisable, mais après, il faut envisager justement des transformations. Dans un premier temps, il faut déjà, c'est la proposition que moi je formule souvent, être en capacité d'avoir une sorte, ce que j'appelle une bulle stratégique au sein de l'organisation, c'est-à-dire de voir en face ces enjeux et ces questions, et pas simplement comme une autruche, mettre la tête dans le sable. Et avant même d'agir, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se dire bon ben voilà, on va agir avec la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, on va agir avec le développement durable. Nous, on est évidemment dans nos approches post croissance verte, développement durable, transition, etc. Parce que
tout ça a montré aussi ses limites depuis maintenant des années. Mais l'enjeu premier, c'est pas de se précipiter pour agir, parce que si on se précipite pour agir, mais que les axiomes n'ont pas changé, forcément, on va aboutir à une contradiction et donc à du greenwashing. Donc, le premier enjeu, c'est déjà d'être en capacité au sein de l'organisation de voir ce qui va advenir, de se projeter dans le futur réel et non pas le futur qu'on se complaît à projeter et puis que les scientifiques aussi projettent, qu'on est très nombreux comme ça à entretenir, sans doute que le futur ne va pas ressembler, l'avenir ne va pas ressembler à ça, et donc il y a matière déjà à le comprendre, l'analyser et avoir un espace où ça devient possible. À partir du moment où cet espace existe, on peut commencer à réfléchir à une temporalité, à des actions, à une stratégie, etc., etc., etc. Mais tant que cet espace n'existe pas et qu'on a juste individuels qui, en s'exprimant, vont passer pour des traîtres à l'organisation, évidemment, ça va pas être possible. Mais on voit quand même de plus en plus en interne qu'il y a des basculements qui s'opèrent parce que il y a plus le choix. En fait, la situation est telle et accélérée en l'occurrence par la Covid que cette prise de conscience, pas le terme que j'apprécie, c'est une prise de conscience qui ne se suffit pas elle-même, qui évidemment qui se traduit pas non plus directement en action, parce que dans un premier temps, il y a une sorte d'impuissance parce qu'on ne sait pas du tout faire face à une telle situation. Mais au lieu de se dire c'est très compliqué, donc rien n'est possible, ce qu'on essaie de dire nous, c'est très compliqué, mais faisons de cet état-là le point de départ d'une réflexion et d'une action. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on ne va pas faire. Et c'est d'ailleurs la perspective de la recherche, c'est d'être dans un environnement où on ne connaît pas, on ne sait pas faire, et ça n'empêche pas d'avancer, d'agir, d'acquérir des connaissances et de transformer les situations. Donc là, il y a une dimension un peu recherche de ce point de vue-là et en même temps très opérationnelle. Du coup, est-ce que tu pourrais essayer de synthétiser ces actions? De ce que je vois, c'est structuration grâce à des pôles qui sont dédiés, réflexion, stratégie et plan d'action. Et ce serait ça la synthèse de… non, pas forcément. Il y a plusieurs choses. Il y a l'importance de l'enquête, déjà, d'enquêter sur les situations qu'on rencontre, parce que justement, on n'a pas les réponses. Donc, on ne peut pas simplement s'appuyer sur un corpus de réponses existantes ou d'outils de gestion existants pour dire voilà ce qu'il faut faire. On aboutit au problème que je mentionnais tout à l'heure avec ce cabinet de consulting et ce logiciel de CRM qu'il conseillait pour affronter l'anthropocène. Donc, déjà, des enquêtes, c'est extrêmement important. Avoir une compréhension des enjeux qui sont ceux de l'anthropocène, des lignes planétaires, évidemment, c'est très important aussi pour pouvoir se situer là-dedans et naviguer d'un niveau à l'autre, entre le niveau micro et le niveau macro. Et puis, proposer de nouveaux leviers d'action qui n'existaient pas forcément auparavant, les développer, regarder aussi l'existant, parce qu'à droite, à gauche, il se passe des choses intéressantes, qu'il y a matière parfois à reprendre telles quelles ou parfois à reprendre pour les retravailler et les mobiliser dans certains contextes. Donc ça aussi, ça fait partie de notre travail à la fois de veille et puis de conception de nouveaux leviers d'action. Puis par ailleurs, changer le cadre, c'est-à-dire poser un cadre, ici en l'occurrence un cadre institutionnel à travers justement cette formation avec des soutiens institutionnels qui rendent légitime le fait de dire oui, moi je peux me projeter demain comme redirectionniste, comme quelqu'un qui va non seulement aborder ce type de questions, mais aller voir les organisations pour l'aborder, donc légitimer à la fois un discours, une pratique et un horizon nouveau. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que tous les chantiers que j'ai mentionnés tout à l'heure, si individuellement on veut les traiter, on toque à la porte des organisations, des institutions, rassemblement, elles vont pas vous ouvrir. Mais si on toque parce qu'il y a le cadre qui le rend possible, en fait, là, on vient vraiment répondre à un besoin, mais qui autrefois, finalement, n'était pas adressé ou adressable. Donc, c'est ça, je dirais, véritablement le point central. Ok, super. On avait aussi une question sur le terme de planification écologique. Est-ce que tu saurais prendre le temps de nous mieux la définir Alors, qui est un terme que j'ai lu dans le chat, mais que moi, je n'ai pas utilisé. Oui. Mais effectivement, il y a quelques partis politiques qui réfléchissent à la question de la planification écologique et parfois aussi au niveau de certains territoires en se disant qu'effectivement, on ne peut pas simplement laisser le marché agir et qu'il y a matière peut-être à envisager une planification écologique qui ne soit pas forcément d'ailleurs technocratique, c'est-à-dire qu'au marché se substituerait une élite technocratique d'ingénieurs ou de sachants qui viendraient dire voilà ce qu'il faut faire, élite qui a par ailleurs largement été prise en défaut autrefois, donc il y a matière aussi à la questionner, à l'interroger, mais d'associer effectivement une planification pour avoir une véritable stratégie et les éléments pour la mettre en place
et en même temps un caractère démocratique pour justement en débattre, parce que là, on est sur des questions où on est tous tenus par des attachements, parfois des attachements vitaux, à des infrastructures, à des territoires, à ceci, à cela, à des organisations. Des tas de gens qui en dépendent pour leur subsistance. Et donc, il faut de toute manière, si on veut planifier, prendre en compte ces attachements pour ne pas faire n'importe quoi et ajouter une violence supplémentaire à la violence potentielle de la situation liée justement aux limites physiques, au réchauffement, etc. etc. Donc, planification, pourquoi pas, même ça peut être un outil intéressant, mais qui soit écologique et démocratique. Donc, on peut d'ailleurs essayer de penser ensemble et le volet de planification et le volet démocratique. Super. On avait une autre question sur comment une entreprise peut-elle accepter cette décroissance, de décroître et de plus être dans la construction, par exemple, de cet outil CRM, de quelque chose, d'un ajout. Et est-ce que, à travers des exemples, peut-être des entreprises qui sont prêtes à faire cette redirection pour un peu l'aider. Oui. Alors, c'est une question tout à fait intéressante et importante. Alors, est-ce que des entreprises sont prêtes à décroître? Alors, oui, sur certaines déjà sur le papier, c'est-à-dire certaines, celles qui sont, dans l'exemple que je citais avec mon petit verbatim d'un patron ou d'un top manager, là, on voyait quelqu'un qui dit, en fait, comme son entreprise, il le sait, n'a plus d'avenir, son organisation, parce que c'est plus large que les entreprises, mais son organisation n'a plus d'avenir, de toute manière, il est obligé d'envisager quelque chose comme une décroissance. En fait, là, la décroissance, c'est mieux que, on va dire, le fait de tomber tout d'un coup, l'effondrement brutal, puisque ça permet au moins d'avoir un peu la main sur cette trajectoire de décroissance. Ce n'est pas du tout le cas s'il y a un crash subi. Des entreprises qui aujourd'hui fonctionnent, ont encore les moyens, etc., c'est plus compliqué, mais on se rend compte quand même que dans tous les secteurs, si on creuse un tout petit peu, les limites vont arriver très rapidement et les bifurcations deviennent de plus en plus visibles. Et à partir du moment où on rend visible ces bifurcations, la difficulté, c'est évidemment, ça peut être celle de dire, bon, mais moi j'ai des concurrents, mais à partir du moment où tout le monde va quand même être concerné, c'est-à-dire il n'y a aucun secteur qui va échapper à ces conséquences-là, je pense que ça va aller en s'accélérant et que la prise de conscience ou la volonté d'agir va s'accélérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui veulent agir alors qu'elles le font un petit peu toutes seules sans que ce soit publicisé et que c'est le moment où c'est le plus compliqué. Demain, alors que ça va se généraliser, ça va s'accélérer, il y aura sans doute un mouvement pour rendre cette tendance plus collective, il n'y a pas de raison que ce soit plus dur. C'est maintenant le moment le plus difficile, en fait, et ça se fait déjà. Donc, de ce point de vue-là, je suis optimiste, entre guillemets, très optimiste même de ce point de vue pour l'avenir. Je ne suis pas optimiste de tous les points de vue, mais de ce point de vue-là, je suis très optimiste. Ouais. Je suis ton optimiste sur le fait qu'on a des choses à inventer et que c'est la partie la plus difficile. Il y avait une question sur est-ce que tu as un site où les projets que tu as décrits sont disponibles et du coup, est-ce que tu saurais nous mettre dans le chat? Alors oui, je peux vous mettre effectivement. Alors il y a le site de notre master qui est là, site d'ailleurs sobre numériquement, je précise, grâce aux bons soins de Gauthier Roussy, qui est le spécialiste de ces questions en France. On va avoir, alors les projets ne sont pas encore sur le site, mais ils vont l'être. Il y a une partie qui est dédiée à ça. Et par ailleurs, un numéro de la revue Horizon Public, je vais vous mettre le lien peut-être, qui est une revue pour les acteurs publics, voilà, qui est une bonne revue, va être dédié à notre formation au mois de juin, donc un numéro hors série. Et là, on va présenter justement tous les projets que j'ai mentionnés précédemment. Donc, ce sont d'ailleurs les articles qui vont être écrits par nos étudiants elles-mêmes et eux-mêmes, étudiantes et étudiants. Donc, voilà, vous pourrez aussi retrouver une vue assez synthétique du master dans cette revue. Super. On a encore deux petites questions. Du coup, est-ce que tu peux parler des entreprises qui vivent de la dérégulation? Elles sont nombreuses. Je pense tout ce qui est de l'ordre justement du dumping social, de la concurrence et du moins-disant. Moins-disant social, environnemental, etc. C'est justement les entreprises qui vivent de la dérégulation. Il ne faut pas aller chercher très très loin. Hein. Si je prends l'exemple moi j'ai un smartphone. Alors j'ai eu un Fairphone, mais
il est un des premiers, mais il est tombé à cause à la fois de l'obsolescence matérielle et de l'obsolescence logicielle. Donc, j'ai vraiment pas eu de temps. Donc, après, j'ai pris un smartphone un peu normal que je gardais plus longtemps. Donc, du coup, ce qui amène à des réflexions. Je ne veux pas dire du mal du Fairphone. Mais un smartphone comme celui-ci, il existe parce que il y a des proto-esclaves à Singapour ou en Chine, des enfants qui vont chercher des métaux en Afrique, etc., etc. Donc, il existe parce qu'il y a cette dérégulation. On ne pourrait pas avoir un outil technologique aussi avancé au prix où il est vendu aujourd'hui si on véritablement l'empreinte environnementale, si on devait avoir des gens qui étaient syndiqués en Chine avec des salaires respectables, autre chose que des enfants qui vont chercher les métaux dans des conditions innommables, etc., etc. Donc, en fait, on ne devrait pas avoir les infrastructures, même à notre disposition, les produits que l'on a aujourd'hui. Donc, oui, cette dérégulation, elle est intrinsèque. Moi, il faut me montrer comment, dans les circonstances actuelles, on peut imaginer un outil vraiment éthique, on aurait vraiment répondu à ces questions-là. Bien sur le Fairphone, ils sont honnêtes puisqu'ils disent qu'on est éthique jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas tout changer tout seul. Et ça fait partie justement des enjeux que je mentionnais dans les projets tout à l'heure. Hein. Comment je change la supply chain? On est au cœur de cette question. Super. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, du coup vous pouvez encore les mettre dans le chat. Moi j'en ai une dernière là sur notre travail. Y aura-t-il un nouveau mode d'existence des objets techniques? Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, alors, très bonne question. Effectivement, alors ça tombe bien parce qu'on va publier un chapitre qui remonte à un colloque de 2015, donc ça a 6 ans maintenant avec mon collègue Diego Landivar, où justement lui il a étudié très vite, je dis ça très vite, mais il a étudié les constitutions avec sa collègue Émilie Ramillien andines, donc en Bolivie et en Équateur, et certaines discussions qui ont eu lieu en Bolivie à ce moment-là, quand ils ont fait émerger la Pachamama, une espèce de divinité qui permet de réconcilier un peu tous les gens qui habitent dans le pays avec des visions du monde très différentes. Ils ont eu des discussions sur les droits à donner aux objets. Et notamment, est-ce qu'on peut abandonner les objets? Est-ce qu'il ne faut pas s'en occuper? Est-ce que ces objets ne nous sont pas attachés, etc., etc. Évidemment, ça change beaucoup de, on va dire, notre relation à nous aux objets, qui notamment du fait de la propriété privée, de la définition de la propriété privée qui passe par l'usus, mais aussi l'abusus, donc la capacité à détruire l'objet qu'on possède. Là, on renverse la chose en disant maintenant, l'objet, on ne peut plus le détruire, on se l'attache, et donc du coup, on ne peut pas le transformer en déchet aussi facilement que ça. Et donc forcément, ça peut changer effectivement le mode d'existence des objets, et ça nous oblige à penser leur maintenance, leur réparation, leur entretien, la manière dont on s'y attache, et donc à limiter leur nombre, parce que s'y attacher ou avoir des objets, ça devient tout de suite beaucoup plus engageant. On ne peut pas simplement, acheter une chaîne IFI, se rendre compte qu'elle n'est pas bien, et puis parce que c'est trop compliqué de la mettre sur le bon coin, à la limite l'acheter en se disant que quelqu'un peut-être va aller la chercher, quoi. Ce qui sont des comportements qui sont observables, c'est même pas tout à fait de la caricature. Donc oui, tout à fait, il y a aussi cette réflexion, on va dire, plus sur d'autres cosmologies, mais qui peuvent être appuyées sur le droit, sur tout un ensemble de réflexions qui sont pas du tout, qui ne sont pas étrangères. Qui sont interdisciplinaires. On a une question là sur la méthodologie que tu utilises avec tes étudiants pour établir cette stratégie de réflexion. Et c'est vrai que les pédagogies, c'est assez au cœur des transformations qu'on doit avoir. Et du coup, ce serait intéressant que tu nous en parles. Bien sûr, nous on est de l'enquête, si je puis dire. Donc, c'est pas que l'enquête de terrain, entre guillemets, on va parler aux acteurs, etc. Ça en fait partie, évidemment. Mais c'est l'idée que, justement, on va aller voir un petit peu comment les choses se passent. On va être très, très ouvert en termes de comprendre les positions des uns et des autres, ne pas forcément projeter, justement, des attentes ou des concepts, mais comprendre que tout ça se rejoue aussi dans la situation, essayer d'articuler différents niveaux pour reprendre vraiment les choses à la racine et former une sorte de collectif d'enquête où on a les enseignants eux-mêmes, ils sont sur leur propre chantier, ils partagent ça avec les étudiants ont leur propre chantier que j'ai mentionné tout à l'heure en début d'année. Il y a des résonances entre ces différents chantiers. Donc, par exemple, sur ce qu'on appelle nous des commandes, sur une commande donnée, eh bien, on peut découvrir quelque chose qui va permettre d'éclairer une autre commande. Et c'est en ce sens qu'on constitue justement ce collectif d'enquête avec des gens qui ont un intérêt commun, qui ont un positionnement commun, qui peut-être ensuite vont l'exprimer de manière assez différente. Des gens qui vont travailler pour le public, pour le privé, dans des coopératives, qui vont monter leur structure, ça va être très différent, mais il reste quand même
incorporer, je dirais, à ce collectif où finalement toutes les solutions, les leviers qu'on fait émerger peuvent être repartagés et en même temps changés aussi par le contact avec le terrain. Donc, il y a cet aspect enquête qui est extrêmement important pour nous, qui est vraiment même central dans l'approche qu'on développe. C'est-à-dire les projets fil rouge que j'ai mentionnés commencent dès au mieux, parfois ça prend un peu plus de temps, mais dès le démarrage de l'année, avec cette idée qu'ils participent aussi à la professionnalisation. On n'a pas voulu se faire plaisir en faisant un super diplôme avec des super enseignements pour se dire ensuite on va prier pour que les gens trouvent un travail, mais de réfléchir à tout ça bien en amont et de leur proposer justement de rejoindre un cadre qui leur est aussi favorable. Donc voilà, je dirais, ouais, c'est vraiment cette approche par l'enquête qui est centrale pour nous. Et dans cette approche, est-ce que tu rencontres parfois des problèmes d'implication d'autres acteurs et comment peuvent se résoudre ces problèmes pour avoir notamment une enquête exhaustive? Alors, on peut rencontrer sur certains chantiers quelques frottements, mais c'est limité, notamment parce que nous, on affiche quand même assez haut et fort notre positionnement. Je blague parfois en disant que dans Closing Words, dont le master s'inspire, notre modèle économique, c'est de demander de l'argent aux entreprises pour les fermer. Alors, c'est pas tout à fait juste, mais c'est pour exagérer un petit peu le trait et puis comprendre qu'il y a une dimension aussi un peu joyeuse derrière ce travail. Mais on affiche comme ça quelque chose d'assez fort et en même temps à la fois radical et décalé. Et du coup, les gens avec qui on travaille, on les force pas à travailler avec nous. On les culpabilise pas a priori et surtout on va les voir en disant bon, vous êtes peut-être pétrolier, vous êtes peut-être ceci ou cela, mais en fait on sait que vous êtes dans dans une merde totale et c'est il y a presque un jeu de mots, mais c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'on va vous aider en fait, parce qu'on pourrait leur dire oui vous êtes des méchants capitalistes et ça, mais ils le savent et nous aussi on le sait. Ça apportera pas grand-chose de continuer juste à l'annoncer. Par contre, de dire oui, techniquement, on voit que vous êtes dans une situation assez dramatique, donc voyons voir ce qu'il est possible de faire. Et il n'y a pas non plus matière à se faire instrumentaliser parce que notre objectif, c'est justement la désaffectation, la fermeture, le renoncement, etc. Donc, on court assez peu ce risque-là. Du coup, les gens sont au courant et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, en fait. Donc, un positionnement assez particulier qui fait qu'on n'a pas ce type de… On leur demande pas d'être verts, on leur demande pas de verdir leur truc, on leur demande pas d'être moraux, d'être gentils parce qu'ils ne le sont pas forcément, etc. etc. On va les voir au cœur des problèmes qu'ils rencontrent et qui sont des problèmes en fait, qui nous affectent toutes et tous. C'est sûr. Du coup, là, on revient plus sur le côté institutionnel des établissements supérieurs. Est-ce que de ton expérience, tu saurais nous commenter la façon dont la recherche influence l'enseignement et les orientations qu'on peut avoir dans nos cours et dans les formations? En général. Oui, ou de ton expérience, ou à l'échelle européenne, c'était posé. Ok, oui. Alors, de manière plutôt catastrophique, je dirais. J'ai une vision assez tranchée là-dessus, c'est-à-dire que bon, ayant travaillé donc chez INRIA, donc dans un établissement très très prestigieux en matière d'informatique, c'est le MIT français, INRIA. Moi, je pense que à peu près 95% des projets aujourd'hui, on pourrait très largement s'en passer. Et qu'ils sont plutôt nuisibles justement aux perspectives qu'on évoque aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je prends un exemple, je parlais des objets connectés tout à l'heure, si je prends l'exemple de la Smart City, moi, en 2015, j'ai participé à un groupe, 2015 ou 2016, peu importe, un groupe de travail porté par la FING et des chercheurs d'INRIA, qui s'intitulait Transition au carré, transition numérique, transition écologique, pardon. Et c'était des chercheurs qui se posaient la question de la finalité de leur travail, etc. Bon, ils sont de plus en plus nombreux maintenant, mais ça a commencé un petit peu à l'époque. Et j'ai posé des questions à mes collègues d'alors en disant, mais pourquoi certains d'entre nous travaillent sur la Smart City? Et en fait, personne n'a été en mesure de répondre à cette question. Parce qu'en fait, c'est pas un choix des chercheurs. C'est la Smart City, typiquement, c'est un projet industriel. C'est Cisco, c'est IBM, etc. Ça, au départ, ensuite, maintenant, il y a bien d'autres acteurs qui sont greffés là-dessus. Mais du coup, c'est rentré dans les processus de financement de la recherche, sachant que en France, c'est l'ANR qui pilote ça, donc avec un lien direct avec les industriels. Donc, c'est pas un choix ensuite des chercheurs de fixer finalement les grands axes de la recherche. Eux ne font que répondre
à des appels où les axes ont déjà été fixés et où en plus, si on a un partenaire industriel, bah, on a un bonus et donc beaucoup plus de chances de se faire financer pour des appels qui en plus ont en moyenne, allez, les chiffres officiels, ça va être 11,5% de financement. La réalité, c'est plutôt 3%. Et quand je dis ça, personne parmi les chercheurs ne me contredit. Donc, vous voyez bien qu'en plus, s'il y a 3%, on ne peut pas inviter des gens qui sont c'est-à-dire qui travaillent 97% à perte. On ne peut pas inviter des gens de la société civile à travailler avec vous parce qu'eux ne peuvent pas travailler à 97% à perte. Donc, ça éloigne aussi en plus des gens de la société civile. Enfin bref, je pourrais m'étendre longuement pour vous expliquer en quoi c'est la catastrophe totale, mais c'est bien la catastrophe totale. Ok, merci. Il y avait une autre question sur quels sont les pièges, les fausses bonnes idées, les illusions que tu as pu avoir dans tes expériences et oui. Alors moi je dirais qu'effectivement c'est moins alors j'espère en tout cas que c'est moins des illusions de la redirection. Je dirais que c'est plus facile d'une certaine façon de travailler avec des gens qui savent qu'ils sont dégoûtants, capitalistes, pas gentils. Pas gentils après à niveau individuel c'est autre chose, hein, mais voilà sur le papier. Travailler avec des gens qui sont convaincus, qui font la bonne chose, alors qu'ils sont dans le développement durable. Je sais pas, l'économie symbiotique, le vivant qu'on va mobiliser pour maintenir la croissance telle qu'elle, les infrastructures résilientes, etc. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens pensent qu'ils sont dans le camp du bien, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus dans quelque chose qui est largement compatible avec le business as usual, le néolibéralisme, etc., etc. Donc c'est plus difficile, paradoxalement, de travailler avec ces acteurs-là que des acteurs qui disent ouais, nous, on a tout faux, c'est vrai, on est au courant. Alors que des acteurs qui se disent ouais, on est très gentils, on est dans le développement durable, etc. En fait, ça va être souvent bien pire. Donc ça, c'est une difficulté, oui, c'est une vraie difficulté. Ok, c'est intéressant. Ah bah. Oui, non mais c'est ce qu'on te demande de tes questions, de mettre en confrontation aussi ton expérience à travers ces questions. Du coup, merci. Bah oui, j'avais pas d'autres questions. Nicolas, dis-moi si toute la recherche on a traité. Non, on a traité toutes les questions. De toute façon, on approchait de la fin. Je sais pas si tu avais un mot de la fin, toi, de notre côté, à nous dire. Enfin, là, t'es devant 60 étudiants qui sont forcément, enfin, qui ont envie de se sensibiliser au moins à l'écologie, qui ont envie d'instaurer cette dynamique. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi, personnellement, comme conseil, Ben, j'ai envie de vous dire que il y a de plus en plus de choses qui aujourd'hui sont possibles. Nous, on s'est lancé dans cette aventure alors que ça semblait complètement fou, en fait, ce qu'on proposait. Qu'aujourd'hui, en fait, ça semble plus fou et que, au contraire, il y a une vraie demande, une vraie appétence de plein de gens pour ça, un vrai besoin aussi, et donc de pas hésiter à se lancer parce que nous-mêmes qui avions l'air d'être très en avance il y a quelques temps, il va falloir maintenant qu'on commence à réfléchir pour ne pas être non plus en retard par rapport à ce qu'on a posé, parce qu'on est vite dépassé par ce qu'on pose soi-même. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique. Donc, s'il y a je dirais pas qu'il y a que des facteurs d'optimisme dans la vie et dans la période actuelle. Contre ça peut être un facteur d'optimisme. Donc, de ne pas hésiter à se lancer. Et si vous souhaitez d'ailleurs qu'on en parle, voilà, n'hésitez pas. Enfin, moi, je suis évidemment à votre disposition. Mais dans l'absolu, de ne pas hésiter à se lancer. Il y a énormément de travail à faire. Ça, c'est sûr. Je te remercie beaucoup au nom de toute la COP de ton intervention et j'espère qu'il y aura l'occasion d'en apprendre plus sur tous ces sujets et sur Je crois qu'il y a eu une coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour vos questions, pour votre présence et n'hésitez pas éventuellement à me contacter. Merci beaucoup.